Moi, donc, je suis chargée de projet à l'instance Rhône-Alpes d'éducation et de promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille pour l'équipe de la Drôme depuis une vingtaine d'années. Et moi, dans mon histoire professionnelle, j'ai été amenée à accompagner des professionnels, des structures et intervenir auprès de publics sur différents thèmes qui me permettent de me sentir un petit peu outillée pour aborder les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Ces thèmes-là étaient globalement donc un thème assez sensible puisqu'il mêle des éléments de l'intimité du prendre soin avec des éléments euh, sociaux, de ce qu'on donne à voir de soi, à savoir la question de l'hygiène corporelle pour soi et puis l'hygiène en espace collectif. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième sujet que j'ai travaillé, qui me semble intéressant pour expliquer ma présence, c'est un sujet un peu anxiogène qui était la promotion des dépistages organisés du cancer du sein. Et ensuite, un sujet qui est un peu polémique, qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les questions socialement vives et qui est la vaccination antigrippale des professionnels de santé dans les structures d'accueil de personnes vulnérables. Voilà. Donc, ce qui fait que je me sens, voilà, pas trop en difficulté pour avoir des éléments que je me propose de partager avec vous aujourd'hui, à partir aussi de vos préoccupations. Et là, je vais partager mon écran pour vous permettre de voir le diaporama. Donc, l'IREPS, qui sommes-nous? Donc, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. Donc, certains d'entre vous, vous nous connaissez puisque nous avons pu collaborer avec certains d'entre vous par le passé ou actuellement, pas forcément moi, mais parfois mes collègues. Et notre structure a un objet social qui est de contribuer à l'amélioration de la santé sans augmenter les inégalités sociales de santé. Donc, c'est une mission d'intérêt général financée par de l'argent public. On est sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, notre travail, c'est d'être plutôt en soutien aux professionnels qui souhaitent sensibiliser leur public à une question de santé ou qui sont en difficulté par rapport à une question de santé sur leurs conditions d'exercice. L'idée, c'est de partir de là où en sont les personnes. La raison pour laquelle Alexia vous a demandé un peu quelles étaient vos préoccupations aussi. Et puis, l'idée que nous, on a un savoir qui est le nôtre, mais que en face de nous, quand on travaille, eh bien, que ce soit vous ou les publics que vous accueillez, je pense qu'on se reconnaît là-dedans, le fait que chacun est détenteur de savoir expérientiel, de savoir savant, de savoir-être et de savoir-faire, et que finalement, c'est de la rencontre de tout ça qu'il va sortir des éléments enrichissants pour les uns et pour les autres, quel que soit son statut, usager, bénévole, adhérent, professionnel, etc. Voilà. Donc, ce qui correspond un petit peu davantage à ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est finalement l'idée d'identifier d'abord une problématique et puis ensuite identifier les ressources qui sont autour de nous et qu'on a en soi. Et puis peut-être de voir aussi comment on comprend les messages qui nous sont transmis, comment ils font écho à notre façon de prendre soin de nous. Voilà. C'est globalement comme ça qu'on travaille d'une manière générale. Alors, moi, je veux préciser avant de commencer aussi que c'est la première fois que je suis intervenante dans une visio. D'habitude, je suis participante, donc je n'ai pas beaucoup d'habitude à ça. Heureusement, Alexia est là pour gérer la technique et puis elle vous connaît bien, vous la connaissez bien. N'hésitez pas, dans le temps qu'on va passer ensemble, ce n'est pas une conférence, c'est une visio pour laquelle j'ai préparé des choses, oui. On va utiliser tout ou partie de ce que j'ai préparé en fonction aussi de ce que vous allez dire et comment vous allez réagir à ce que j'ai imaginé. Voilà, donc il ne faudra pas hésiter à intervenir. Et puis de toute façon, moi, il y a des moments où finalement, l'objet, ce sera de vous permettre de prendre la parole.
Alors aujourd'hui, je vous dis simplement comment avec Alexia, on a prévu les choses ensemble. C'est par rapport à des observations que nous pouvons avoir les uns et les autres et que nous avons partagées avec Alexia sur le fait que la période de confinement a été une période particulière qui a certainement bousculé les uns et les autres, quel que soit leur statut, leur fonction, voilà, en fonction de ce qu'ils ont vécu. Le déconfinement est une période particulière également et tout ça euh, peut créer des difficultés d'adaptation à un retour à l'activité, à la vie sociale et par ailleurs peut créer aussi peut-être des tensions entre les personnes. Entre ceux qui voilà, sont très à l'aise et ceux qui ont plus d'inquiétude. Et finalement, aujourd'hui, l'idée, c'est de partager des éléments de vécu, d'observation, d'analyse pour mieux comprendre ce qui se passe et réussir à travailler dans les meilleures conditions possibles avec les gestes barrières qui sont encore en vigueur et la bienveillance nécessaire à l'accueil des différentes façons de réagir des uns et des autres. Moi, je commence à vous proposer un petit travail comme un tour de table, en fin de compte. L'idée, c'est de partir de vous et d'abord, sur cette question du confinement, je vous propose de dire chacun un mot de météo associé à votre ressenti principal du confinement. Évidemment, la période a duré 2 mois, donc ça ne peut pas avoir été peut-être la même chose tout le temps, quoique chacun vit les choses différemment. Donc, si vous avez envie de nous dire un mot de météo, plus si vous avez besoin de préciser un point essentiel que vous avez envie de partager avec les autres, mais concentrez-vous sur le confinement uniquement et c'est pour démarrer l'échange. Merci aux uns et aux autres d'avoir partagé vos impressions. Moi, j'ai envie de partager aussi, pourquoi pas avec vous, un mot de mon vécu du confinement, qui était par moments grand beau et puis par moments brumeux, comme certains, parce qu'il y avait, on ne savait rien de ce qui allait se passer après, de combien de temps ça allait durer, de quoi il s'agit exactement, etc. Je trouvais que c'était brumeux. Et puis, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'elle avait ressenti des choses dans sa chair. Voilà, donc c'est des choses aussi qui peuvent être somatisées, surtout quand on ne se rend pas compte de ce qu'on vit parce qu'on est tellement envahi par ce qui se passe que, effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver, euh, qui ont pu m'arriver aussi. Donc, pour nous permettre de prendre voilà, de comprendre un petit peu les choses vis-à-vis de ça. Pour certains, je vais parler de choses qui sont bien connues et puis pour d'autres qui sont peut-être un rappel ou une nouveauté, on verra. Hein. En tout cas, ce qui se passe, c'est que dans cette période de confinement, effectivement, il y a eu quelque chose autour de notre façon à chacun de prendre soin habituellement qui a été un peu mis à mal avec des injonctions sanitaires de santé publique qui se sont donc imposées à nous d'une façon extrêmement brutale dans les propos. Hein. On nous a parlé de guerre sanitaire et brutale dans les actions où d'un seul coup on a été privé de liberté à devoir s'auto-signer des autorisations de sortie, ce genre de choses. Et avec un discours qui a pu être anxiogène et sans doute qui a pu aussi être mal compris par certains, ou en tout cas, au départ, en fait, on nous a demandé de nous confiner pour finalement
protéger les personnes vulnérables, les personnes immunodéprimées, les personnes âgées, les personnes malades chroniques d'un virus dont on ne savait pas comment leur organisme allait se débrouiller. Et les gens plus valides et plus jeunes étaient simplement perçus comme des vecteurs potentiels. Et en permettant donc le confinement, ça a évité à ce virus de circuler. Et puis, le discours des médias a été tellement focalisé sur cette question, puisque l'enjeu politique était que nous restions bien tous chez nous à respecter les mesures imposées. Cela a modifié la perception de beaucoup d'entre nous qui, peu à peu, ont oublié la raison du confinement et ont commencé finalement à imaginer que c'était eux qui étaient en danger et que l'extérieur était pathogène et que c'était l'autre et le dehors qui étaient dangereux pour chacun d'entre nous. Alors ça existe, ce n'est pas la réalité pour tout le monde, mais ça existe pour certaines personnes. Et du coup, ça est venu impacter la façon que chacun a de prendre soin de soi. Voilà. Donc, je vous remets ce petit schéma sur la santé sur lequel nous nous appuyons à l'IREPS, c'est-à-dire que nous appréhendons la santé dans sa dimension globale, physique, physiologique, mécanique, clinique, mais aussi psycho-affective, mentale, morale, ce qui se passe dans notre tête, nos émotions émotionnelles, et socio-culturelles, environnementales. Et finalement, tout ça a été impacté et chacun de nous au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais on est en recherche d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on a une allergie aux graminées, on dort moins bien et puis ça va peut-être venir affecter notre humeur et aussi peut-être notre relation avec les autres, mais par ailleurs, il y a des moments où on peut traverser un coup dur dans son couple, dans son travail, ou bien simplement s'être fracturé la cheville et être en handicap temporaire, voilà, à cause de ça. Et finalement, le soutien de l'entourage peut nous permettre de garder le moral et de surmonter cette épreuve avec des fois du bonheur d'ailleurs. Cette conception, je précise que pour nous, elle revêt une dimension de subjectivité qui est importante parce que ça nous décale un petit peu des marqueurs biocliniques actuels qui disent telle personne est en bonne santé, telle personne a des marqueurs qui disent que sa santé n'est pas optimale. Nous, on est dans une dimension de subjectivité, c'est-à-dire qu'à chacun d'entre nous, de pouvoir dire s'il se sent en bonne santé. Et s'il se sent en santé, ça veut dire s'il se sent en capacité de vivre sa vie, même si cette personne a une maladie chronique, même si cette personne a un handicap, qu'il soit physique ou psychique, psychiatrique. Donc ça, c'est un petit peu une première façon d'éclairer la façon dont chacun de nous a pu vivre les choses, sachant que nous sommes tous différents, et heureusement d'ailleurs, et que dans ce moment-là, eh bien, certains ont pu davantage pâtir d'un manque de relations sociales en vis-à-vis. Certains ont pu pâtir de voir que s'ils habitent en ville, la ville était devenue une ville fantôme. D'autres ont pu au contraire se sentir plus au calme et apaisés. Voilà, ceux qui ont réussi à entretenir des relations par téléphone et visio et à qui ça a suffi, c'était chouette, d'autres à qui ça n'a pas suffi. Donc, on voit que tout ce qui s'est passé a eu un impact sur l'ensemble de notre santé, de notre être, avec parfois de la somatisation possible. Est-ce que certains veulent réagir par rapport à ce premier point? Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire aussi qu'il y a un effet, comment on dit, rétroactif, ouais, après coup, quoi. Parce que sur l'instant, c'est très difficile de se dire comment je suis, dans quel état je suis là, maintenant. Moi, j'ai l'impression que c'est que maintenant que je me rends compte qu'en fait, j'étais bien dans le confinement. Là où maintenant, je me dis comment je serai dans 3 mois. Voilà, il y a ce truc, le temps de digérer aussi. C'est vrai qu'à ajouter à ça, je trouve que assez pertinent de bien remettre effectivement le qui est pathogène pour qui, comment on prend soin et comment les rapports ont pu glisser.
Moi, j'ajouterais à tout ça la dimension sociétale et politique, parce elle a été très, très impactante, je pense, sur la santé et la perception de la pandémie, parce que ces espèces d'incohérences, de flou, de changements, je pense que ça a vraiment impacté les gens. La peur d'une démocrature, ça a été très, très présent chez nous, par exemple. Ça l'est toujours d'ailleurs, mais je pense que tout ça a vraiment ajouté à la manière dont on appréhende les choses, tout comme on va appréhender la suite par rapport à une crise qu'on nous annonce faramineuse. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de cet aspect-là autour de nous pour considérer, et même la planète, la résilience de la planète sur 2 mois où on voit des pingouins et des morses partout, c'est génial, mais ça a une incidence aussi. Et je pense ça va être difficile de pas faire les ponts avec ces aspects-là pour traiter de ce confinement. Je suis tout à fait d'accord avec les différentes réactions que vous avez pu avoir, tout à fait. Effectivement, là, dans la suite du temps qu'on va passer ensemble, on va avancer un petit peu, ce qui va nous permettre de valider ensemble des éléments que vous avez pu évoquer. Pour commencer, par rapport à ce que vous avez dit, je vous propose effectivement de se repencher juste un petit instant sur ce que sont les déterminants de la santé. Puisque quand on parle de prévention, souvent, on imagine qu'il s'agit de dire aux gens ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour aller bien et il faudrait qu'ils suivent les recommandations et on vivrait tous dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'est évidemment illusoire et erroné et en plus très culpabilisant. Donc, dans notre façon d'appréhender notre travail à l'IREPS, on base beaucoup notre compréhension des choses sur les déterminants de la santé, c'est-à-dire que l'individu qui est au centre, vous voyez effectivement, a une responsabilité sur sa santé, hein, sur effectivement la façon qu'il a de prendre soin de lui depuis toujours, mais qui est valable quoi qu'il en soit, puisque la façon dont chacun de nous prenons soin de nous, elle est très intime, elle est liée à la façon dont les gens qui se sont occupés de nous depuis tout petit nous l'ont inculqué par leurs gestes, par leur prendre soin à notre égard. Et cette façon de prendre soin de soi, elle est aussi impactée beaucoup par la connaissance que chacun développe de soi-même, hein, de savoir comment on est, comment on se sent, ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien, que ce soit dans notre corps, avec les autres ou pour notre mental. Et finalement, tout ça est teinté aussi beaucoup de notre culture, de notre spiritualité et évidemment de notre environnement de vie. Donc, je vous propose de regarder le schéma dans sa globalité. Effectivement, on voit que les individus, on est au centre, mais on est environné. On est tous les uns les autres environnés parce que les humains sont des êtres sociaux. On vit avec les autres et dans des groupes. Alors, un groupe familial avec une culture, des habitudes, des transmissions hein, qui nous modèlent et nous contraignent aussi, hein, qu'on subit aussi, hein, qui à la fois nous disent quelle place on a dans le groupe et en même temps parfois qui nous empêchent de prendre la place qu'on voudrait ou alors il faut vraiment avoir confiance en soi et un étayage pour se réaliser en tant qu'individu. Et puis, ce milieu familial, il côtoie le milieu du travail. Alors, tout à l'heure, dans le tour de table, certains d'entre vous avaient effectivement évoqué que dans le confinement, il y avait de la perméabilité entre ce milieu du travail et le milieu familial. Quand on a fait du télétravail, si on a des enfants, si on a un environnement, un logement qui ne permet pas de distinguer les espaces, enfin voilà. Donc, on se rend compte que ces environnements de vie, ces conditions de travail qui nous ont été offertes et cette fois-ci imposées, en lien aussi avec elles sont venues conditionner notre vécu. C'est-à-dire que c'est pas seulement notre capacité psychique, c'est pas seulement si on est équilibré dans notre tête ou quoi que ce soit, c'est aussi d'habitude, j'habite en ville, j'ai pas de balcon, mais c'est génial parce que je peux sortir, aller au boulot en vélo
et si j'ai besoin de prendre l'air, je vais au parc qui est à côté et je vois du monde, et bien d'un seul coup, ça devient un environnement qui est trop étroit et dans lequel on a du mal à faire cohabiter la vie familiale, la vie professionnelle, sans que tout ça ne vienne nous envahir. Donc ça, c'est un premier point. Je suis en train de parler du milieu aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à échanger avec des personnes de différents horizons sur cette question-là. Et les personnes qui vivaient à la campagne, eh bien, la plupart d'entre elles ont beaucoup mieux vécu le confinement que celles qui vivaient en ville. Ça leur a fait comme des sortes de grandes vacances. Ça n'a pas changé fondamentalement leur vécu de ce que j'ai pu entendre parce que voilà, elles étaient dehors, elles s'octroyaient des sorties parfois plus fréquentes que les gens qui sont en ville et qui se sentent sous le regard des autres. Et puis finalement, le choc venait quand on allait faire les courses ou ce genre de choses. Donc le choc, il existait, et dans les médias aussi, mais c'était différent. Donc tout ça, ça conditionne beaucoup les choses. Évidemment, les gens qui avaient une bonne connexion pendant le confinement et ceux qui avaient une mauvaise connexion aussi. Et comme ça a été évoqué à l'instant aussi, eh bien, tout ça a été conditionné très très fort par l'environnement politique, les médias, des décrets qui ont été imposés dans le cadre d'un état d'urgence, qui a eu des impacts sociaux, économiques et sur la santé aussi, avec plein de personnes également, on s'en est rendu compte au cours du confinement. Et encore aujourd'hui, ça existe, qui n'osent pas aller chez le médecin de peur de contracter quelque chose dans ce lieu où c'est en fait un bouillon de culture. Voilà. Donc, en fait, habituellement, si vous voulez, tout ça existe déjà. Sauf que on y est tellement habitué, c'est tellement notre quotidien, c'est tellement quelque chose qui est la norme aujourd'hui socioculturelle à un instant T, qu'on ne se rend même plus compte de ce qui nous contraint et des espaces de liberté qui sont les nôtres parce qu'on navigue dedans sans toujours les conscientiser. Mais là, la rupture a été tellement brutale du jour au lendemain que d'un seul coup, on a réalisé que habituellement, on a de la chance d'être dans un pays où on peut circuler librement et que ça nous a manqué. On s'est rendu compte de tout un tas de choses et on s'est rendu compte peut-être plus précisément de quels sont nos besoins fondamentaux. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire que c'était peut-être une opportunité pour chacun de réaliser quels sont nos besoins fondamentaux. Et ceux qui s'en sortiront le mieux, peut-être, c'est ceux qui réussiront à objectiver ça. Ben, finalement, ok, j'en ai souffert, mais ça m'a permis, j'ai somatisé, j'en ai souffert, c'était difficile, mais finalement, qu'est-ce que ça m'a appris sur mes besoins et comment je peux, dans le contexte qui est le nôtre, au niveau des règles de vie sociale et de la loi de la République, finalement, et de mon travail et de ma vie privée, répondre à ces besoins voilà, sans impacter sur les autres et puis pour naviguer le mieux possible. C'était un petit point. Est-ce que vous voulez réagir vis-à-vis de ça? Je pense que ce qui était compliqué, c'était de devoir, en très peu de temps, réinventer un métier. Enfin, moi, je suis directrice de la structure dans laquelle je travaille. Notre équipement a été fermé puis réouvert avec une équipe qui intervenait. En fait, il y a eu ça aussi. C'était dans un contexte plus ou moins anxiogène. De devoir aussi, moi je vois vraiment ça, c'est vraiment réinventer son métier, quoi, le faire différemment et de manière très vite et sur un temps très très court. Ce qui était très étrange, c'est d'être autant en bouillonnement et en mouvement et à la fois physiquement très statique. Voilà, de faire autant de choses dans un temps si restreint et un espace si restreint. L'endroit où je voulais réagir, c'est, je crois que tu as dit quelque chose du genre, ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui sont capables d'objectiver voilà, ce que va produire, ce que peut produire cette expérience-là. Et du coup, tu parles de l'individu, en fait.
ce qui est vrai pour moi, c'est que je fais partie d'un tout et que le tout fait partie de moi. Et en fait, la dimension collective est tellement mal. Il y a tellement de mécaniques de repli autour de moi, hein, et en fait, ça, le fait que collectivement, on ne soit pas serein, qu'on ait du mal à se centrer, à se déterminer, et ben en fait, ça m'affecte, moi, énormément. Voilà. Et du coup, OK, il y a ce qu'en tant qu'individu, on est capable de, mais en fait, pour moi, la dimension collective, elle est tellement essentielle, elle fait tellement partie de mon équilibre que, en fait, je vais peut-être pas aller bien tout de suite, finalement. Voilà. Eh bien, merci pour ces réactions que j'accueille avec plaisir parce que finalement, ça introduit ce qui va suivre, comme tout à l'heure d'ailleurs. Donc, je pense qu'on est bien connectés les uns les autres. Aurélie, simplement, je te rejoins également et c'est la raison pour laquelle Alexia a trouvé que c'était peut-être une bonne idée de nous permettre de partager un moment ensemble, pas forcément pour aller tout de suite sur comment on s'organise d'un point de vue logistique sur la reprise du travail, ça il faut le faire, mais aussi de vous proposer ce moment où on peut avoir finalement un partage des ressentis, des réflexions, des observations, même si, comme l'une d'entre vous l'a dit tout à l'heure, les choses se font avec le temps aussi. Donc, ce qu'on ressent, ce qu'on est en capacité de verbaliser aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui, avec tout, voilà, la valeur que ça a aujourd'hui. Et ce qu'on pourra les uns et les autres exprimer, verbaliser et partager dans 3 semaines, dans 2 mois, dans un an, ce sera différent et ce sera valable également. On se rend compte là qu'il y a la charge aussi émotionnelle qu'il faut digérer et que ce que je commence à entendre aussi, c'est que il y a eu pas mal aussi d'espoir de la part d'un certain nombre de personnes et de groupes qui partageaient des valeurs d'un monde moins dans la turbulence de l'économie capitaliste libérale, par exemple, dans un développement plus durable et respectueux du fait que nous sommes des milliers, des milliards d'espèces à partager la même planète et les mêmes ressources, et que finalement, c'est compliqué aussi d'encaisser les choses, comment les choses se mettent en place quand on a eu beaucoup d'espoir. Alors moi, bon, peut-être j'allais trop loin là, mais en tout cas, et que j'extrapole, mais je voulais, ça tombe bien, vous parler du processus d'adaptation que nous sommes tous en demeure de faire depuis le 13, c'était un vendredi 13, tiens, qu'on nous a annoncé la fermeture des écoles et on a été confinés le mardi 17. Bon. Donc, entre le confinement qui s'est fait par étapes, le vendredi 13 mars, on nous annonce que les écoles et les universités vont être fermées. Le lendemain, il fait très beau dans la Drôme. On voit beaucoup de gens se promener, beaucoup de gens sur les terrasses des cafés, etc. Et on commence à entendre que dès le lendemain, les musées, les patinoires, les piscines seront fermées pour une durée indéterminée, que les bars et les restaurants seront fermés dès le soir même pour une durée indéterminée. Et le lundi, on nous dit, on demande au plus de salariés possible et d'entreprises et de structures d'organiser du télétravail et on met en place le confinement pour la population à partir du mardi 17 mars midi. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez brutal. Ensuite, dans la même semaine, on nous dit le lendemain, la population aura le droit de sortir 1 heure par jour pour les besoins de ses animaux de compagnie, 1 heure par jour ou 1 heure par jour pour s'aérer ou faire du sport, ou 1 heure par jour pour faire ses courses. Et puis ensuite, on nous dit finalement, pour faire du sport, il faut rester à 1 kilomètre autour de chez soi, dans la même semaine encore.
Et petit à petit, comme ça, c'est pour ça qu'on a parlé, certains d'entre nous, de brumeux. Finalement, on naviguait à vue, on ne savait pas du tout comment les choses évoluaient, avec plein d'informations sur un décompte de la mortalité au quotidien, sur tout un tas de chocs à encaisser. Donc, on va l'illustrer ensemble, mais je vous propose cette lecture que j'ai choisie, c'est un parti pris. J'ai décidé de l'appeler pour nous aujourd'hui le processus d'adaptation, mais c'est tiré des étapes du deuil. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pendant le confinement, et après, par rapport au déconfinement, mais on y reviendra, en fait, on a dû finalement, très brutalement, s'adapter à finalement faire le deuil de la vie qu'on avait avant, avec aucune visibilité sur combien de temps ça allait durer, etc. Donc c'est peut-être quelque chose d'encore plus instable que le deuil d'une personne chère, parce qu'une personne chère, bon, si on a une foi et qui nous aide à la faire vivre, cette personne, dans un autre espace-temps auquel on croit, c'est bien. Parfois, on a une foi qui n'est pas religieuse, mais qui nous permet aussi de sentir la présence des êtres que l'on a aimés, qui continuent à vivre en nous. Mais on sait quand même dans notre tête que ces gens ne reviendront plus physiquement, qu'ils ne seront plus physiquement à côté de nous pour partager des choses. Alors que là, finalement, c'était un deuil à faire sans aucune visibilité sur ce que ça allait être après. Donc, ça a d'abord été pour beaucoup d'entre nous un choc. Un choc. Et certains ont été dans le déni, à se dire, oh, finalement, peut-être c'est pas si grave, ça ne peut pas exister, ou ce genre de réaction-là, qui est un mécanisme de défense. Il faut savoir que toutes les étapes qui sont présentées ici correspondent à un processus d'adaptation, mais qui passe par des étapes obligatoires, mais sur lesquelles les uns les autres, on va passer plus de temps, des fois quelques instants, des fois des semaines ou des mois, et puis parfois avec des retours en arrière sur les étapes précédentes aussi. Voilà. Là, c'est vraiment, ça dépend des personnes. Après la période de déni, suit toujours la période de la révolte. Alors la période de la révolte, ça peut correspondre aussi à ce que l'une d'entre vous a dit, elle a parlé de colère. Ça peut correspondre à ça. C'est un moment en fait où on ne comprend pas et on se dit mais pourquoi ça nous arrive, mais comment ça se fait, c'est pas possible. Vous voyez que c'est teinté du déni très légèrement aussi. Et quand c'est à certains stades, certains d'entre nous peuvent à ce stade-là chercher des responsables, des coupables, puisque c'est trop difficile d'imaginer les choses, il faut donner du sens. En fait, le processus d'adaptation, c'est tout un processus qui permet à chacun de donner du sens à quelque chose qui est inconcevable. Certaines personnes trouvent dans leur foi des réponses qui leur permettent de surmonter les choses. Hein. Des gens ont pu se dire, bah, finalement, ça devait arriver. C'est sans doute pas anodin. Après cette révolte, cette colère, arrive le temps du marchandage. Alors là, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple des limitations de périmètre et aussi des autorisations de déplacement que nous avons dû signer. Alors, c'est un moment où il y a pas mal de personnes peut-être qui ont pu se dire, bon, bah, alors on doit imprimer une attestation à chaque sortie, mais d'abord d'un point de vue développement durable, moi je trouve que c'est pas terrible d'imprimer à chaque fois. Ou alors je n'ai pas d'imprimante à la maison. Et finalement, certains d'entre nous ont décidé d'imprimer ou écrire à la main, et puis la date et l'heure, de le faire au crayon papier, et puis de l'effacer pour mettre la date et l'heure à la prochaine sortie. Voilà, c'était une forme de marchandage. Le marchandage, c'est des petits arrangements avec la situation. Le marchandage, c'est aussi
je suis limitée à 1 kilomètre, mais là, c'est pas beaucoup plus loin, je vais aller un petit peu plus loin. Enfin, des petites choses comme ça qui permettent un peu de supporter des choses qui sont insupportables. Ensuite, il arrive un moment de résignation. Là, c'est un moment qui n'est pas très agréable à vivre, où d'un seul coup, on a le sentiment de perdre son pouvoir d'agir. Entendez bien que le déni, la révolte et le marchandage, ce sont des mécanismes de défense, mais dans lesquels chacun de nous essaye de maintenir un pouvoir d'agir d'une manière ou d'une autre, finalement. La résignation, d'un seul coup, on réalise que ça nous dépasse, qu'on n'y peut rien et que ce n'est pas de notre ressort, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas d'action qui s'impose à nous. Et donc, c'est un moment qui est difficile et qui est suivi tout de suite par de la tristesse, voire de la déprime, voire de la dépression. Donc, ça a bien existé et ça existe encore suite à la période qu'on a vécue. Donc, on voit bien là que la santé mentale est impactée de plein fouet. Et ce moment peut être surmonté par les uns et les autres de diverses manières. Il sera suivi, nous l'espérons pour chacun, par un temps qui s'appelle l'acceptation, qui est finalement, ben oui, j'étais résignée, j'y peux rien, ok, ça m'a déprimée ou je suis triste, mais il faut que finalement je m'ouvre au fait que ça existe et que je dois accepter que ça existe. Et ce moment d'acceptation, il est le prélude à l'adaptation. L'adaptation, c'est ça existe, je dois l'accepter, mais maintenant, finalement, quelles ressources j'ai en moi et autour de moi pour me permettre de vivre à nouveau le mieux possible avec les autres dans cette situation qui est nouvelle. Voilà, donc ça, c'est tous ces éléments qui s'enchaînent. Et les uns les autres, eh bien, ce qui a été très difficile, c'est que la période du confinement est suivie par la période du déconfinement, qui est à nouveau un moment d'adaptation compliqué, mais je vais vous laisser la parole sur ça tout de suite après. Est-ce que vous avez besoin de réagir sur ces éléments-là? Est-ce que ça fait écho ou est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent farfelues ou que j'ai mal illustrées peut-être? C'est-à-dire qu'après le choc, j'ai tout de suite eu ce processus d'acceptation et d'adaptation à me plier à ce qu'on me demandait pour un truc collectif avec cette sensation de participer à quelque chose pour protéger les autres. Et plus le temps a passé, plus j'étais dans la colère en fait. De me dire, mais en fait on fait quoi? Plus je voyais des choses qui se passaient en intra dans les familles, les violences, les ci, les ça, de scoltiner les enfants avec l'école à la maison, le truc qui nous est tombé dessus à tous, avec ne pas savoir gérer ça. Enfin, j'en reviens encore pas aujourd'hui, c'est-à-dire que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et je suis super en colère avec le fait que les gens aient pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour la planète et que là, on est tous repartis comme en 40 avec le personnel de santé sur lequel on a craché puis à qui on donne des médailles aujourd'hui. Moi, je suis dans une colère de folie, quoi. Et ça m'énerve voilà, j'ai plus envie de recommencer comme avant. En même temps, je sais pas comment faire pour que ça change. Et en même temps, j'ai pas envie d'accepter que ça reparte. Enfin, voilà, donc vraiment la colère, elle vient en boomerang après. Et voilà, c'est un peu le truc que je voulais partager par rapport au processus. La sensation de révolte qui revient, en fait, et de ressentir un peu le côté où on sait peu de choses. On a l'impression d'être un peu pris pour des cons dans tout ça. C'est mon ressenti, je dis on, mais c'est mon ressenti. Et du coup, ce sentiment-là qui est revenu, je pense, à plusieurs reprises, pardon. Et autant pour moi que dans mon travail, pour notre public au final, parce que moi j'accueille des enfants. Depuis le début, on sait qu'on craint rien, et au final, on a protégé d'autres personnes dans notre société, je pense, et au détriment de ces enfants. Et du coup, ce côté de révolte, pour moi, il est revenu à beaucoup de reprises. Voilà. Je ne sais pas si j'ai totalement été dans l'acceptation à un moment donné, finalement, parce que j'ai trouvé ça, pour ma part, pas fondé, en fait. Voilà. Pour moi, j'ai vu le début comme un grand laboratoire expérimental en me disant, mais là, on a une expérience en live, aucune manif ne peut réunir 60% de la population mondiale sur un même mouvement. C'est génial, c'est une occasion unique.
et je suis contente de la vivre, pourvu que ça ne dure pas. Donc après, je rejoins tout le stress de me dire, et si ça dure, là, le côté liberticide de la situation va devenir très, 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 très problématique. Et avec toutes les colères, toutes les réactions aussi, ceux qui on s'en fout, faisons la fête, embrassons-nous, ceux qui commencent à en vouloir aux vieux de nous avoir obligés à nous enfermer, même on entend des choses, c'est fou quoi. Il y a les clivages entre les masqués et les non masqués. Alors si tu ne te masques pas, tu es en lutte contre le gouvernement, et si tu te masques, tu es obligatoirement pieds et poings liés avec le gouvernement et tu acceptes tout. Voilà, il y a des choses comme ça qui ont remué. Mais dans le processus d'adaptation, moi je pense, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pris pas toutes les étapes et dans le désordre dans mon chemin à moi. Mais en tout cas, ce que je remarque pour tout le monde, c'est que tant qu'on est actif, que ce soit dans le déni, que ce soit dans la révolte, on était, les gens sont restés vivants, et que moi j'ai commencé à avoir des choses qui plombaient pour les gens de manière plus grave, quand justement on était dans la résignation, dans le côté où on devient inactif parce que on ne sait plus par où passer. Je reprends le terme de liberticide, mais moi, ce qui m'a véritablement fait peur et ce avec quoi j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, c'est la vitesse à laquelle on nous a enlevé toutes nos libertés en un claquement de doigts. Et c'est cette histoire d'attestation. En fait, ça m'a fait très, très peur parce que je me suis dit que selon le régime politique dans lequel on tombe, d'un point de vue politique, c'est ce claquement de doigts en lequel, en un décret, on nous a retiré toutes nos libertés qui nous paraissent essentielles. Et l'autre point, c'est aussi j'ai trouvé ce débordement de créativité qu'on voyait aussi éclore, surtout sur les réseaux sociaux. Forcément, on ne sortait plus beaucoup, mais j'ai trouvé ça très beau de voir qu'avec un rien, on pouvait refaire un tableau, avec un rien, on pouvait écrire une chanson. Enfin, voilà. Donc, il y a ces deux aspects-là, mais cette perte des libertés m'inquiète. C'était une colère constante sur ces 2 mois de confinement, bien que personnellement, je l'ai très bien vécu. Voilà, ça n'était pas du tout une contrainte, mais ça a été une colère parce que c'était pour moi un accroissement des inégalités. On voyait des choses qui faisaient mal au cœur, quoi. Voilà. Donc ça, moi, ça m'a révolté, et je pense que je suis encore dans le stade de la révolte, et que ça, je l'ai vécu en fait tout au long du processus, quoi. Un grand merci pour toutes vos réactions très enrichissantes qui, vraiment, c'est bien parce que tout ce que vous avez évoqué, on va continuer à le travailler le temps dont on dispose. Voilà, le temps dont on dispose. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'on peut le vivre dans le désordre. Mais ceci étant, en réalité, tout se passe dans cet ordre, toujours pour un même objet. Mais ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui se passe encore aujourd'hui dans le déconfinement, c'est que comme il y a des mesures qui sont nouvelles, comme on découvre des choses nouvelles nous-mêmes, par l'information qu'on a des choses ou par le vécu qu'on a des choses, finalement, on est sans cesse en demeure de devoir se réadapter à des nouvelles conditions, des nouvelles situations, des nouvelles choses. Ce qui fait que vous pouvez avoir l'impression que vous aviez accepté et que vous êtes revenu à la révolte. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que vous aviez accepté quelque chose et il s'est passé quelque chose d'autre qui a fait que vous êtes revenu dans le choc, le déni, la révolte. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce processus d'adaptation, il nous permet juste d'identifier des étapes qui existent. Et même lorsqu'on les connaît, ça ne nous empêchera jamais de les ressentir et de les vivre. Mais par contre, parfois, les uns les autres, quand on se sent soit révolté, soit déprimé, ou alors qu'on entend autour de nous pas mal de gens qui nous disent des choses avec lesquelles on dit bah non, ça n'existe pas. Enfin, qu'on ait une petite quelque chose dans notre tête qui nous dit ah tiens, bah, c'est peut-être que en fait je suis dans le déni, ou ah peut-être que je suis dans la tristesse ou ce genre de choses. Mais ça ne nous empêchera pas de vivre à fond les choses. Et la deuxième chose que je voulais dire qui m'a donné envie de partager ces éléments conceptuels avec vous, enfin de modèles,
c'est que là, c'est très, très bien, on échange. Et puis, la première chose à faire, c'est de faire le point pour soi ensemble. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Et peut-être que ces éléments-là, ils vous aideront aussi par ailleurs à avoir un regard peut-être un peu différent vis-à-vis des personnes avec lesquelles donc, vous travaillez dans votre site ou que vous accueillez. Et ce qui vous permettra aussi de prendre du recul et de mieux ajuster votre relationnel sans vous sentir peut-être, parfois on se sent agressé par l'attitude de personnes qui ont des réactions qui sont quasi antagonistes aux nôtres sur la même chose. Et bien, peut-être que ça nous permet ça, de nous dire ben, finalement, si cette personne elle est si énervée sur ce sujet, c'est peut-être qu'elle est touchée profondément dans ses valeurs, dans les espoirs qu'elle avait émotionnellement, et que sa manière de ne pas sombrer, c'est de se révolter pour l'instant. Voilà. Mais il y aura un moment où elle passera par de la résignation et de la tristesse, mais ça peut être quelque chose de très léger qui se vit très bien, presque inaperçu. Et moi, je pense que la question de l'adaptation, je voulais juste dire cette petite chose. L'adaptation, pour moi, c'est quelque chose qui... enfin, il y a plein d'espaces, je vous ai dit, où c'est les moments où chacun de nous, on reprend du pouvoir d'agir sur quelque chose qui nous dépasse. Hein. La révolte, le marchandage, l'adaptation, c'est des moments où on reprend du pouvoir d'agir. Les autres, le choc, c'est un moment où on peut être paralysé. La résignation et la tristesse, souvent, c'est des moments aussi où on se sent pas dans le pouvoir d'agir. Mais les autres, oui. Et il y a des gens qui marchent à la révolte. Il y a des gens, finalement, c'est leur moteur de motivation, leur moteur d'énergie, leur moteur de fédération des gens autour d'eux, des forces vives autour d'eux, etc. D'autres, leur moteur, c'est autre chose. Et l'adaptation, pour le coup, peut prendre plein de formes qui peuvent être des formes pleines d'énergie, peut-être moins dans quelque chose d'agressif ou qui va tout foutre en l'air. Mais à chacun de trouver sa façon de s'adapter. Moi, par exemple, je partage aussi que c'est très difficile pour moi à vivre émotionnellement, psychiquement, et dans mon corps, c'est depuis 3 mois maintenant. Et le fait d'être sollicité pour préparer des temps comme nous partageons aujourd'hui, ça m'a énormément aidée, parce que ça m'a obligée à me raccrocher, mine de rien, à des éléments de repères qui font sens pour moi dans mon quotidien, et de me rendre compte qu'ils font sens dans cette situation exceptionnelle, et de les organiser pour les partager avec vous. Et ben, ça fait me sentir utile. Quelqu'un tout à l'heure a dit que c'était un élément aussi important de pouvoir se sentir utile pendant le confinement et par ailleurs, et qui permet aussi de prendre du recul et de surmonter finalement les choses difficiles à vivre. On va aller vers la question du déconfinement, mais avant ça, je vous propose de dire, sur le confinement toujours, c'est la dernière diapo là-dessus, un mot chacun finalement, si vous avez un élément qui vous a permis de tenir le coup pendant le confinement, le truc que vous avez fait ou qui faisait partie de votre quotidien, qui vous a permis de vous préserver, qu'est-ce que c'était? Alors, souvenez-vous du schéma des déterminants de la santé. Hein. Ça peut être soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, soit au niveau de votre relation aux médias, soit au niveau de vos relations de solidarité. C'est un mot qui a été partagé. Qu'est-ce qui vous a aidé, chacun de vous, à vous préserver j'avais envie de vous proposer ce moment parce que vous voyez, depuis le début, c'est intéressant quand même
d'abord, ça fait partie de votre vie du réseau aussi de communiquer les uns les autres sur tout un tas de choses. Et puis là, finalement, ça nous permet de voir qu'au niveau des ressources, ce qui fait du bien aux autres n'est pas forcément ce qui a parlé aux autres, mais parfois, on peut aussi s'inspirer de ce que certains ont évoqué en se disant, ah, bah, tiens, oui, peut-être qu'un jour, c'est quelque chose qui pourra me servir d'avoir recours à ce genre d'activité ou de réflexion pour surmonter une difficulté aussi. Donc, le partage des ressources, c'est toujours intéressant. Et puis, ça nous permet aussi de nous décaler de nous-mêmes parce qu'on est beaucoup plus, on se souvient beaucoup de ce qui nous a, de ce qu'on a vécu soi-même. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que dans les situations nouvelles et un peu tendues, quand on a mis en place une solution qui a fonctionné, eh bien, par la suite, si cette même situation compliquée se renouvelle, on aura tendance, c'est normal, c'est un fonctionnement normal chez l'humain, à vouloir reproduire la solution qu'on avait utilisée la première fois, qui avait fonctionné. Et à la fois, c'est une bonne chose parce que c'est une économie de pensée qui peut permettre de surmonter rapidement des situations. Mais à la fois, ça peut devenir un cercle vicieux où en fait, on s'enferme dans un même fonctionnement alors même qu'on reproduit la solution, alors même que plus tard, le contexte a un peu changé. Voilà, donc d'entendre les solutions des autres, ça peut permettre aussi d'ouvrir des perspectives plurielles pour d'autres fois. Alors, merci à tous pour vos partages. Moi, je me souviens quand même que le titre de cette intervention, c'est « Comment faire pour que les gestes barrières ne soient pas un obstacle à la relation ?» Et vous devez vous dire, depuis le début, je ne vois pas le rapport avec tout ce qu'on est en train de faire. Le rapport, il est évident, c'est que, en ce qui me concerne, je ne vois pas comment on peut commencer à parler des gestes barrières sereinement si on ne fait pas le point d'abord sur tout un tas de mécanismes que l'on vit pour essayer de prendre du recul et après pouvoir aborder les choses sereinement. Donc pour finalement lancer les choses, puisque je vais essayer de boucler cette séance dans moins de 10 minutes, 5 minutes pour que vous ayez des repères et voir après comment vous pouvez vous en saisir. Je vous propose quand même, alors là, il faut être très succinct et je vais vous demander de dire chacun, mais de façon succincte, un mot de météo, de votre ressenti principal du déconfinement professionnel. Mais non, on ne va pas dire exemple météo, on va dire le point principal qui vous pose question ou qui vous pose problème dans le déconfinement au travail ou alors dans la situation professionnelle ou en cette situation d'administrateur. Pour vos partages. Moi, quand j'entends des questions autour de la cohésion d'équipe, le lien avec les habitants, je me dis que retrouver l'élan et l'énergie, j'espère que des temps comme Alexia vous a proposé aujourd'hui en m'invitant contribuent à ces choses-là. Et peut-être que ça peut aussi, parce que ça fait partie de vos savoir-faire aussi, vous donner l'envie de proposer ce genre de moment avec vos usagers aussi, sachant qu'on est dans des conditions de mesure avec des gestes barrières qui nous contraignent aussi et on est aussi face à des usagers dont certains peuvent avoir très peur de ressortir de chez eux et qu'il va falloir rassurer sur le fait que dans le lieu où on va se retrouver, eh bien, toutes les précautions d'usage seront mises en place. Voilà. Et en même temps, accueillir dans ce temps-là les différences pour que ceux qui disent « Oh, vivement que ce soit fini tout ça » et ne se protègent pas, acceptent que d'autres soient plus crispés et que ceux qui sont crispés sentent que vous faites le tiers entre tous et que finalement,
votre façon d'organiser les choses, vous les préservez aussi en faisant en sorte que les mesures qui sont actuellement encore en vigueur soient maintenues par tout le monde. Alors, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas pouvoir revenir, mais malgré tout, je vais vous partager cet écran-là qui est une carte mentale que j'ai réalisée récemment et qui va permettre de donner des pistes de ce qu'on pourrait faire ensemble, par exemple, ou que je vous donne des éléments que vous puissiez développer vous, ou alors j'en sais rien, en tout cas des choses qui sont possibles sur le fait de oui, comment on va réussir à vivre avec les gestes barrières. Comment est-ce qu'on peut réussir à vivre avec ça quand effectivement le fait de porter un masque est nuisible, mais ça c'est l'évidence, à la relation humaine, puisque dans la relation humaine, il y a à la fois ce que l'on dit, mais ce que l'on donne à voir dans notre attitude, dans nos mimiques, etc. Et on sait bien que la visio, quand quelqu'un s'exprime, eh bien on le regarde parce que l'expression de son faciès nous donne aussi des informations qui sont importantes pour nous pour comprendre les choses. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. Alors, ça vaut le coup peut-être de regarder un peu plus précisément. Donc, je zoome un peu pour que vous voyez. Donc, vous voyez, le titre, c'est « Apprendre à vivre avec les gestes barrières ». Et moi, ce que j'ai voulu écrire là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui un peu. Hein. C'est en préalable inviter à l'expression du vécu de la période de confinement et du déconfinement. Ce qui a été facile, agréable, ou alors difficile, désagréable, pour accueillir de façon inconditionnelle, puis mettre des mots sur le processus d'adaptation et le temps différent de chacun à respecter, avec une bienveillance réciproque. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on a fait ce matin ensemble et c'est ce que je vous conseille de faire aussi en équipe et avec les habitants. Alors, en équipe, vous aurez besoin d'un tiers. Le tiers, ça peut être la fédé des centres sociaux. Le tiers, ça peut être quelqu'un de l'IREPS. Le tiers, en tout cas, en équipe, on a besoin d'un tiers. Comme les habitants, c'est vous qui ferez le tiers pour eux. Et puis ensuite, il y a des choses à faire dans l'ordre. Donc, une carte mentale, ça se lit comme ça, hein, dans un sens circulaire en commençant par ici. Donc, pour déjà accepter, pour arriver à accepter et s'adapter aux mesures barrières, il faut déjà comprendre pourquoi, à quoi ça sert. Et c'est très, très important ça. Donc, il faut comprendre c'est quoi les microbes, quel type de microbes on a, comment la contamination se passe, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les épidémies, quels sont leurs impacts sur la société humaine, sur l'économie, sur la santé des personnes. Et aujourd'hui, par rapport à la Covid-19, quel est l'état de nos connaissances sur la gravité de la maladie. Donc, dans ce paquet-là, il s'agit de permettre de comprendre la gravité de la maladie due au coronavirus. Et tout ça, c'est lié à des choses qui sont à la fois connues, comprises, intellectuelles, mais des choses aussi irrationnelles. Donc, moi, je travaille en littératie pour la santé et je n'ai pas le temps d'en parler avec vous là, mais dans la modalité de mise en œuvre des éléments qui permettent de développer la littératie en santé des individus, l'idée, c'est quoi? C'est ici, là, j'ai mis des petits points qui correspondent à ça et à ça, avoir des supports. Alors, moi, j'ai choisi des supports pour les différentes choses que vous voyez là, des supports, des outils, des supports vidéo, papier, des choses accessibles, et de les montrer ou de les faire expérimenter aux gens, puis de leur demander ce que ça leur a fait de les voir ou de les expérimenter au niveau des ressentis émotionnels. Ensuite, de leur demander ce qu'ils en pensent. Et puis d'exprimer ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qui les déroute ou ce qui leur semble en contradiction avec d'autres sources qu'ils ont déjà entendues. Et ensuite, de les inviter peut-être à reformuler les points clés de ce qu'on a vécu ou vu ensemble en leur demandant de le dire avec leurs mots comme s'ils devaient l'expliquer à quelqu'un. Et en fait, cette démarche-là, que j'ai décrite ici, à réaliser chaque fois qu'on fait une activité, que ce soit sur les microbes, la contamination, etc., c'est intéressant parce que ça va permettre quoi? Ça va permettre que les personnes passent de l'émotionnel à la conscientisation rationnelle, ou alors passent de être que dans le rationnel, c'est un mécanisme de défense aussi, d'être que dans le rationnel, à finalement s'approprier les éléments de connaissance. Voilà, donc moi je propose de travailler comme ça.
Et apprendre à vivre avec les gestes barrières, comment? Alors, on sait aujourd'hui qu'on nous parle du lavage de mains, de la distance physique, du port du masque. Donc là, dans les activités à faire ensemble ou les supports à montrer, l'idée, ce sera toujours de réagir comme je l'ai écrit dans cet encadré en haut, de telle sorte qu'on montre les solutions qui sont actuellement recommandées en l'état des connaissances. Finalement, vous voyez, avant de se focaliser dans le quotidien de la vie sociale sur n'oubliez pas de vous laver les mains, afficher tous les trucs, il faut d'abord vérifier que les gens ont compris à quoi ça sert et qui valident que c'est une solution utile, ils comprennent pourquoi et voilà. Donc ça, c'est la deuxième phase, le comment. Voilà, puis ensuite, on peut avoir des temps, je ne peux pas vous expliquer tout à fait là. Et je passe un petit peu les choses en bas qui sont plus de l'ordre d'un savoir-faire que vous détenez sans doute aussi, mais qu'on ne va pas déployer ici vu l'heure qui tourne. Et ensuite, ensemble, avec tous ceux qui fréquentent le lieu de vie, qui est le centre social, et de se dire, avec ces obligations, en fonction de ce qu'on s'est dit qui était, oui, tous ensemble, on décide que c'est la bonne solution pour éviter que la pandémie ne reparte, pour éviter que à la prochaine grippe saisonnière, il y ait trop de malades, pour éviter qu'à la prochaine gastro, il y ait trop de malades. Qu'est-ce qu'on va décider ensemble de mettre en place qui seront aussi nos règles ici dans ce lieu de vie partagé entre les administrateurs, les salariés et les adhérents qui fréquentent le lieu? Et on fait une foire aux idées. La foire aux idées, c'est vraiment toutes les foires aux idées. Et puis ensuite, ensemble, on décide de ce qui est réaliste, réalisable, un peu trop farfelu, ou alors un peu trop laxiste, ou alors pour, voilà, ensemble, après, peut-être créer aussi des supports de communication à partager et se motiver à affronter les choses ensemble. Puisque finalement, on nous a fait croire qu'on était tous pareils, puisqu'on était tous logés à la même enseigne, soi-disant pendant le confinement, mais aujourd'hui, dans chaque lieu de vie de la réalité de la vraie vie, il faut finalement apprendre à vivre ensemble avec ça, au-delà des disparités de réaction des uns et des autres qu'on a pu évoquer aujourd'hui dans cette visio avec les éléments que nous avons partagés. Donc moi, je voulais préciser que à l'IREPS, on reste disponible si les uns et les autres vous pensez avoir besoin de nous pour quoi que ce soit sur ce sujet, par exemple, mais évidemment sur d'autres sujets. On aborde la question de la santé sur toutes ces thématiques. Et puis surtout, j'espère que que vous ressortez de ce moment partagé avec un peu débit, même si c'est peut-être très différent de ce à quoi vous vous attendiez en vous inscrivant. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie de votre participation. Merci, merci Gaëlle. Alors, c'est vrai qu'on a été un peu pressé par le temps pour toute la partie après déconfinement. Et Gaëlle nous proposait vraiment de pouvoir approfondir de toute manière, quel que soit le thème que vous souhaitez, mais de pouvoir approfondir certains sujets avec vos structures spécifiquement, ou alors, s'il y a une demande, on peut aussi réorganiser un temps de visio réseau. Alors, et comme l'heure tourne, moi je vous proposerais, pour un petit bilan à chaud, de mettre un petit mot par écrit dans la conversation pour dire aussi comment vous vous situez et s'il y a peut-être des pistes que vous aimeriez creuser plus, ce qui facilitera les choses par rapport à un tour de parole, parce que c'est toujours assez long. Mais s'il y a juste des réactions ou questions comme ça brûlantes, c'est le moment. Henriette. Alors, ma réaction, pour moi, elle est très importante pour apprendre à vivre avec les gestes barrières, sur lequel j'insiste beaucoup parce que je suis une ancienne infirmière et qu'en plus de ça, il y a une école qui vient d'être fermée pour infection au Covid et qu'il y a une de mes petites filles dans cette classe, dans cette école. Donc, conclusion, tous les enfants vont être testés. Des enfants, la mienne elle a 11 ans, ça va être assez facile, mais les enfants de 6 ans qui vont être testés, le test est quand même délicat et douloureux. Ensuite, les parents. Ma fille est travailleure sociale, elle ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas le résultat du test. Elle avait plein de rendez-vous qu'elle a dû, bien entendu, annuler, ce qui pose quand même des problèmes. Et il s'avère que la personne
malade ne portait pas de masque alors qu'elle était en contact avec les enfants en périscolaire. Donc, je trouve effectivement absolument insister sur ces gestes barrières. La directrice de ma fille, si elle accepte que ma fille vienne bosser, s'il y a un problème, elle est responsable pénalement. Donc, je crois qu'il faut beaucoup insister sur ces responsabilités des directions, de centres sociaux aussi, puisque ce sont des responsabilités pénales s'il y a un problème. Voilà. Merci pour cette intervention, enfin, l'intervention de Gaëlle qui était super intéressante. Apprendre à vivre avec les gestes barrières, oui, mais avec la réalité du terrain, notamment avec des ados, comment leur faire bien comprendre les gestes barrières quand ils viennent dans l'association qu'on met des masques et dès qu'ils sont à l'extérieur, ils boivent dans la même bouteille de coca. Voilà. Donc, nous, on allie avec tout ça. Mais c'était hyper enrichissant de pouvoir partager les avis de chacun. Un grand merci encore, Gaëlle. J'espère qu'on va pouvoir continuer d'autres temps comme ça. C'est très précieux. Merci. Merci. Et puis, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.